pour la quatrième année consécutive, nous avons la chance de voir à nouveau s'ouvrir le séminaire ethnologie et archéologie, qui a été à l'origine créé par Christian Jeunesse, professeur de préhistoire, et moi-même, puis a été relayé à partir de 2014 par mes collègues absents mais présents par le cœur et l'esprit, messieurs Bernard Moiseau, directeur d'études de recherche à l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier, monsieur Valérie Zetoun, paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS à Paris, et monsieur Roger Sommet, vedette américaine, et mon collègue ici, qui m'a appelé ce matin, qui me prie de vous transmettre ses excuses. Il ne peut pas être là pour des questions impératives médicales. Donc on l'excusera, mais il est avec nous par le cœur. Alors, l'année dernière, nous avions... l'année précédente, en 2015, nous avions commencé à innover en France en associant les étudiants à la synthèse du séminaire, des séances du séminaire. C'était le fait de Marc Grand-Georges, qui était à l'époque en licence 3. C'était son initiative. Je le signale parce que c'est pas la mienne à l'origine. Celle d'un étudiant que j'ai trouvé extrêmement pertinente, et donc je l'ai encouragé, et il a fait à l'époque une synthèse seule, plus ou moins de bonne qualité, mais c'était pas évident, c'était un peu improvisé, mais en tout cas il avait eu cette idée qui était très bien, et elle a été reprise, vous le savez pour certains d'entre vous, en 2016, l'année dernière, en équipe pour la première fois, avec Romain et qui avait Jeanne Deillard, et qui est d'autre? Étienne Quinn, absolument, il se trouve où, Étienne? Vous êtes là. Et qui d'autre? Étienne Claus, qui est ici. Étienne Claus, à l'époque, vous étiez en licence deuxième année. Et Guillaume Philippe, qui était en Master 2, qui est toujours en Master 2, mais qui va sortir du circuit ou faire une thèse maintenant. Et cette année, nous prolongeons à nouveau avec une nouvelle équipe. Alors, Romain, vous l'avez nommé? Alors, dans la nouvelle équipe cette année, il y a 2 étudiants de Master 2, Ayoub El Araf et Mélanie Suarez qui sont ici. En Master 1, c'est Luc Dufuseau qui est ici. En L3, c'est Brian qui est là. Et en L2, c'est Gwenola et Raphaël qui sont juste ici. Même des L2 cette année, ça c'est très bien. Alors, le thème de l'année actuelle, le thème de cette année a été choisi de manière à la fois anecdotique et profonde, c'est-à-dire que le sujet a l'air un peu bateau, mais en réalité il est très pertinent et très original. Les êtres et les sociétés d'exception en font partie. On y pense immédiatement, les extrêmes, c'est-à-dire les gens qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être les rois, ça peut être les princes, ça peut être les parias, les SDF, ça peut être les intouchables d'Inde, évidemment. Les forgerons en Afrique, c'est une société, enfin une espèce de pseudo-caste qui est un petit peu considérée avec condescendance, en même temps qui a un rôle un peu à part. C'est très particulier. Ça peut être en Inde, évidemment, un système des castes, n'importe quelle caste prise par rapport à d'autres. Ça peut être des éléments ou des segments de société particuliers en Europe. Par exemple, on aura une séance avec des compagnons, sur les compagnons, pas de la libération, mais du devoir, c'est-à-dire les compagnons du Tour de France. Il y a d'ailleurs, vous êtes allé les visiter? Vous allez demain. Il y a une officine, comme on dit, une base ici, un centre de la gendarmerie, du musée d'art moderne, c'est ça. Et on les invitera d'ailleurs, hein, c'est ça. Et alors ça, c'est un spécialiste qui a fait son travail de recherche sur ces gens-là. Il y aura également une intervention de Monsieur Moiseau sur un rebelle très particulier, aborigène,
l'impérialisme britannique, à l'époque coloniale britannique, avant que l'Australie devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a également, alors on parlera des experts, la société des experts, ça c'est très pertinent, c'est très sensible, avec notre collègue Dostena Angelova qui a enquêté pour sa thèse sur comment dirais-je, l'oligarchie européenne de privilèges, une oligarchie de privilèges qui rappelle extrêmement, incroyablement l'oligarchie, l'aristocratie un peu décadente des années 1788-89 en France, à une certaine époque, hein, juste pré-révolutionnaire. Elle a enquêté sur ces sujets-là en Europe à partir du cas bulgare, mais en débordant très largement. Croyez-moi, les résultats sont extrêmement dérangeants, puisque sa thèse à Madame Angelova est parue en bulgare dans les années 2010, il me semble, ou 11, et c'est un best-seller en Bulgarie, et c'est tous les dissidents, toutes les manifestations anti-gouvernementales, anti-européennes, anti quelque chose de Bulgarie insoumise, si vous voulez. Les gens lèvent non pas le petit livre rouge de Mao, mais la thèse de ma collègue. Quand même extraordinaire. Et elle est traduite en français, évidemment, puisqu'elle a soutenu à l'École des hautes études. Elle va être publiée bientôt, donc c'est un événement. Elle va nous en parler, c'est assez rare. Le terrain qu'elle a fait est assez difficile. C'est un terrain complexe et assez proche de la sociologie aussi. Et nous avons, plein d'autres. Vous avez le programme du séminaire dans son détail, je l'ai envoyé. Aujourd'hui, pour la première séance inaugurale, nous avons la chance d'accueillir à nouveau, pour certains d'entre vous qui étaient là les années précédentes, Monsieur Jean Baffy, qui est une grande figure de la recherche sur le sud-est asiatique depuis très longtemps. Alors, il ne va pas le dire parce qu'il ne peut pas le dire, mais moi je le dis de manière très franche, très sincère, à ma connaissance qui est grande sur ce domaine, sur le sud-est asiatique, M. Jean Baffy est un des meilleurs experts au monde. Je l'affirme. Bien. Sur la base des faits, sa bibliographie en atteste, et notamment, non seulement sur la société thaïlandaise contemporaine ou ancienne, d'ailleurs dans tous ses aspects, parce qu'il est à la fois, c'est un passe-muraille interdisciplinaire qui traite à la fois d'ethnologie, de sociologie, d'histoire politique, de géographie, d'architecture et autres, linguistique également. Et donc c'est un passe-muraille un peu à l'école de ses maîtres, Georges Condémilas et André-Georges Audricourt en particulier, mais pas que. Et Jean Baffy est aussi et surtout un spécialiste de deux autres domaines qui vous intéressent pour certains d'entre vous très directement. Le premier, c'est l'anthropologie urbaine. Et alors on va sortir bientôt un ouvrage qui est une sorte de manuel qui n'existe pas encore à ma connaissance, donc ça va être un peu intéressant pour vous, je pense. Et d'autre part est un spécialiste, et c'est aujourd'hui ce qui nous réunit, d'un sujet qui est plus compliqué encore, qui est mal connu, qui est celui des Chinois de la diaspora, c'est-à-dire des Chinois en l'occurrence d'Asie du Sud-Est, qui est un domaine extrêmement complexe, qui couvre, évidemment, qui fait appel à l'histoire, à la géographie, à l'ethnologie, à l'anthropologie, à la sociologie et à plein d'autres disciplines. Et c'est très compliqué de maîtriser tous ces paramètres. Et aujourd'hui, il va nous parler des grands entrepreneurs chinois de Thaïlande. Alors Jean Baffy était à l'origine une sorte de sociologue, mais déjà à l'origine, c'est pas simple parce que vous êtes géographe et sociologue en même temps. Enfin, c'était pas simple en même temps. Puis vous êtes devenu ethnologue et vous avez été membre du mythique laboratoire Cedrasemi, centre de documentation et de recherche sur l'Asie du Sud-Est et le monde insulo-indien, créé en 1960 par Condémilas et Bernaud et Audricourt. C'était le plus gros laboratoire de France au CNRS et qui a disparu en 1984, officiellement. Et Jean Baffy était récemment encore chercheur au CNRS de plein titre. Il est en retraite depuis le mois de mai l'année dernière, donc c'est récent, mais il n'est pas en retraite scientifique. Vous continuez à produire.
Et il a été récemment encore le directeur de la maison Asie et Pacifique de Marseille, c'est-à-dire le Centre national de la recherche scientifique, a créé cette MAP qui est une unité de service qui réunit à la fois une unité de service et une unité de recherche, dont le credo sur l'Océanie, l'IRASIA maintenant, qui était l'IRCEA avant, sur l'Asie du Sud-Est, et qui possède et gère la plus grosse bibliothèque d'Europe, on peut dire, sur l'Asie du Sud-Est dans son ensemble. Et l'Océanie. Et l'Océanie, absolument. Une bibliothèque de l'ordre de 30 000 titres, non? Elle est presque aussi grande que la mienne, alors. 50 000, alors. La bibliothèque de Jean Baffy fait à peu près 50 000 titres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qu'il a lu. Non, je n'ai pas tout lu, en fait. Il en manque 3-4. Voilà. Dont une grosse partie n'est pas en langue occidentale. C'est pour vous dire aussi, c'est pas l'ethnologie, c'est pas sur des aires non européennes, ça demande énormément d'apprentissage. Alors, je ne vais pas m'étendre. Je présenterai le deuxième intervenant par la suite. Je vais laisser la parole à Jean Baffy en remerciant Romain Denimal et Brian Nemec, qui est coordinateur de l'équipe des nouveaux étudiants, là, de cette équipe de synthèse. Romain, qui a été nommé assistant, parce que j'ai besoin d'aide, vous voyez, je suis un peu perturbé, je mélange, j'oublie les choses. Romain est là pour rectifier les choses, tout est en ordre. Merci, Romain. Et je laisse la parole à mon collègue Jean Baffy en le remerciant. Alors, je veux remercier Pierre. Bon, je remercie Pierre Leroux de m'avoir invité. Je commence à bien connaître Strasbourg, mais je suis toujours ravi de venir. Et je vais encore une fois parler des Chinois de Thaïlande. C'est vrai que c'est un des thèmes parmi de nombreux autres, puisque mes prochaines conférences seront sur l'armée thaï, la prostitution, et je ne sais oublié maintenant, mais enfin, c'est des sujets extrêmement divers. Les grands entrepreneurs chinois, alors c'est vraiment des êtres d'exception. Mais parfois, ce n'est pas que des êtres, c'est aussi des familles. Et je présenterai surtout ici, après une longue introduction, à la fois une grande famille et un grand entrepreneur. Voilà, oui, je vais commencer par quelques généralités sur les Chinois de Thaïlande. Bon, le 2 et le 3, c'est la même chose. C'est donc, je parlais de la nomenclature. Comment nommer les grands entrepreneurs chinois? Donc là, ça sera plutôt sur les termes que je peux utiliser. Les deux cas que je présente assez longuement, c'est les Chilatiwat, qui sont des Chinois hainanais, donc originaires de l'île de Hainan, et les Siriwatanaphakdi, qui sont des Taichiu. Pour que ce soit plus clair, voilà donc l'origine de la diaspora chinoise en Thaïlande. Ça, c'est la diaspora classique, puisque maintenant, les Chinois sont originaires de régions, enfin, ceux qui maintenant quittent la Chine sont originaires des régions qui sont au nord du Fujian. C'est ceux qui arrivent en France notamment actuellement, et je suppose qu'à Strasbourg, c'est comme à Marseille. Donc, ce sont des Chinois qui ne sont ni Hokkien, donc du Fujian, ni Hainanais, ni Hakka, donc ni Cantonais, ni Taichiu. Simplement, pour la Thaïlande, en ce qui concerne la Thaïlande, la grande majorité des Chinois sont des Taichiu. Donc, vous voyez où ils se trouvent en marron. C'est pour des raisons historiques que c'est la grande majorité des Chinois de Thaïlande qui sont Taichiu. C'est le cas aussi des Chinois du Cambodge et du Laos, pour des raisons, parce que simplement ils sont d'abord arrivés en Thaïlande, ils sont allés ensuite au Laos et au Cambodge. Juste là, j'ai montré cette carte pour vous montrer que les Chinois d'étranger, les Chinois de la diaspora, sont quand même principalement installés en Asie du Sud-Est. Donc là, c'est une comparaison entre deux diasporas, la diaspora indienne et la diaspora chinoise. Mais bon, souvent, je me suis un petit peu accroché avec des spécialistes de la diaspora chinoise parce que ils ont travaillé sur les Chinois des États-Unis et à partir de là, ils en ont tiré des théories
qu'ils ont essayé d'étendre au reste de la diaspora chinoise. Alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que les Chinois d'Asie du Sud-Est ont un rôle tellement plus important que ceux des États-Unis ou même d'Australie ou de France qu'ils ont un rôle bien secondaire dans leur pays, alors qu'en Asie du Sud-Est, ils contrôlent, alors il faut être précis quand on dit ça, ils contrôlent la part de l'économie qui n'est pas contrôlée par les multinationales, on peut dire occidentales, mais qui n'ont pas de nationalité en réalité. Donc la part de l'économie locale est contrôlée par les Chinois. Voilà, par exemple, là j'ai pris 4 pays d'Asie du Sud-Est. Bon, j'aurais pu prendre les autres, mais c'est assez précis. Pour Singapour, c'est un cas particulier puisque la majorité de la population de Singapour est chinoise, surtout des Hokkien et des Teochew. Et ensuite, c'est en Malaisie, ils sont le plus nombreux en proportion, avec une majorité de Hokkien, comme en Indonésie. Et moi, le cas qui m'intéresse, c'est la Thaïlande. Vous voyez qu'il y a... bon, ce ne sont pas des chiffres à prendre vraiment à la lettre, mais les Teochew seraient une majorité, on dit 58%, mais c'est sans doute plus. Les Hakka, 16%. Ensuite, les Hainanais sont aussi très nombreux. Les autres groupes, donc... pardon ? Les Hokkien sont prêts. Alors, les Hokkien, c'est intéressant, c'est que actuellement, ils sont surtout présents dans le sud. Dans le sud de la Thaïlande, ils sont présents. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, ou peut-être XVIIe, XVIIIe siècle, ils étaient majoritaires dans le centre de la Thaïlande. Ils étaient majoritaires avec les cantonais, sans doute. Et les migrations suivantes ont concerné beaucoup plus les Teochew, les Hakka et les Hainanais qui sont venus en dernier, on peut dire. Donc, mais les Hokkien sont très présents dans le sud, mais pendant très longtemps, le sud était quasiment rattaché, enfin, culturellement, à la Malaisie et au monde malais en général. Donc, et ça, bien sûr, c'est toujours le cas actuellement. Donc, dans les provinces du sud de la Thaïlande, c'est vrai que la population est Hokkienne. Alors, là aussi, c'est vrai pour l'extrême sud, hein, et la côte ouest, plus que la côte est. Sur la côte est, il y a beaucoup de Hainanais, par exemple. Alors, quelques clés rapidement pour comprendre la réussite des entrepreneurs chinois. Donc, la mobilité géographique. C'est que c'est une population extrêmement mobile. Donc, bon, diaspora, ça veut dire dispersion, hein, à la base, mais en grec. Mais en même temps, il bouge. La première génération est extrêmement mobile. Tant qu'elle n'a pas commencé à réussir dans ce qu'elle a entrepris, elle est très mobile. Donc, elle cherche le meilleur pays. Donc, elle peut changer de pays. C'est assez fréquent quand on étudie les histoires de famille. La meilleure ville, là aussi en Thaïlande, lorsqu'on suit l'histoire d'une famille, bon, elle arrive souvent, par exemple, à Chantaburi sur la côte est. Ensuite, elle va à Bangkok fréquemment, la capitale. Ensuite, elle peut monter à Chiang Mai. Si ça ne marche toujours pas, elle peut très bien aller dans le pays voisin, le Laos, ou même ailleurs. Bon. Entre-temps, elle peut d'ailleurs revenir en Chine et revenir en Thaïlande. Donc, la première génération est extrêmement mobile. Il y a aussi une mobilité professionnelle. Et là, bon, les premiers étaient des coulis, donc des ouvriers. Ensuite, certains, bien sûr, sont rentrés en Chine. Ceux qui sont restés sont devenus boutiquiers, artisans, vendeurs ambulants, parfois sur des bateaux. Mais puis, ils ont réussi à avoir des affaires, donc sont devenus hommes d'affaires ou banquiers. Mais c'est extrêmement divers. Puis certains sont devenus fonctionnaires et ont presque oublié qu'ils étaient chinois. Ils sont redevenus chinois par la suite, pour certains. Alors, le sens de la lignée, c'est très important aussi. Et c'est le sens de la famille et du long terme. Donc, les Thaïs, souvent, ont une vision assez courte. Les Chinois voient sur plusieurs générations. Donc, c'est intéressant pour la famille chinoise parce que la première génération peut très bien se sacrifier. C'est pas très important. On voit la deuxième ou la troisième génération, donc on pense que ça ira mieux.
c'est pas vrai des Thaïs ou des Laos ou des Cambodgiens qui, eux, bon, c'est aussi la vision, ben, je vais y revenir peut-être dans la diapo suivante, mais c'est une vision plutôt cyclique pour les Thaïs. Dans l'importance d'une famille nombreuse, là je vais y revenir dans mes exemples, est souvent très nombreuse. L'exemple que je vais prendre de la famille Chiratiwat, le fondateur de la famille en Thaïlande a eu 26 enfants. Donc 26 enfants avec 3 femmes tout de même. Mais 26 enfants, ça permet de faire beaucoup de choses avec 26 enfants, c'est-à-dire que ils aident à l'entreprise, donc on n'a pas besoin de faire appel à des gens extérieurs déjà, et puis dans certains cas, alors c'est pas tellement le cas de la famille dont je vais parler, mais dans d'autres cas, parmi les 26, on peut dire que bon, la moitié vont essayer un secteur d'activité, ensuite les autres vont se disperser dans d'autres secteurs d'activité, et finalement, on fait le point de temps en temps, et quand on voit qu'il y a un secteur qui marche bien, bon, ben, tout le monde rapplique, tout le monde investit le même secteur. Donc, et on aide l'entreprise à se développer dans le secteur qui marche le mieux. Quelquefois, c'est 2 secteurs, on va diversifier un peu quand même. Les autres points, donc c'est la priorité à l'éducation des enfants. Et ça, c'est vraiment très important pour les Chinois. Bon, c'est pas que les Chinois, bien sûr, mais l'éducation des enfants, ça reste une priorité absolue. Donc, souvent, le fondateur de la famille est très peu instruit et il a envie que ses enfants, s'il a un peu d'argent tout de même, s'il arrive à accumuler un peu d'argent, aillent dans les meilleures écoles, d'abord de la capitale, donc dans ce cas c'est Bangkok, et ensuite, si possible, à l'étranger. Donc, à Bangkok, pendant très longtemps, et encore maintenant d'ailleurs, les meilleures écoles étaient des écoles de missionnaires. Donc, missionnaires catholiques, un peu protestants, mais catholiques surtout. Et donc, dans les écoles de missionnaires, il y a une majorité d'enfants d'origine chinoise. Alors, la conception du temps linéaire plutôt que cyclique, c'est un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Bon, les bouddhistes croient bien sûr à la renaissance, à la réincarnation. Donc pour eux, à chaque génération, à chaque vie, tout repart de zéro un petit peu. Pas tout à fait de zéro, parce que si on a fait beaucoup de mérites dans la vie précédente, bien sûr, on a des chances, enfin même si on est assuré de renaître dans une position qui est meilleure. Mais donc, tout de même, ça reste cyclique, et à chaque vie, on repart quand même bon, c'est aussi très individualiste. Pour les Chinois, c'est linéaire. Et ça, c'est bon, je ne vais pas développer trop là-dessus, mais c'est une vision donc progressive. Compter sur soi, bon, sur soi et la famille, mais aussi sur la communauté, le groupe, l'association. Bon, la famille, c'est très important, bien sûr, c'est le premier cercle, mais il y a la communauté, ça peut être la communauté ethno-linguistique, donc les Hainanais, les Hokkien, les Teochew, les Hakka, les Cantonais. Le groupe, c'est divers, c'est peut-être le groupe du même nom de famille, c'est aussi très important. Quand ceux qui s'appellent Tang ou Lim ou Li, ça crée un lien très fort. Et l'association aussi, c'est toutes sortes d'associations. Il y a une sorte de proverbe qui dit que lorsqu'il y a 3 Chinois dans un pays, ils forment une association. Et il y a, dans tous les pays où il y a beaucoup de Chinois, il y a des milliers et des milliers d'associations. Alors certaines ont des tendances religieuses, bouddhistes, Mahayana, donc du grand véhicule, le bouddhisme chinois. Mais ça peut être des associations d'entraide, ça peut être bon, des triades plus ou moins cachées, mais ils inventent en permanence des associations, donc c'est extrêmement divers. Alors les relations, c'est aussi extrêmement important.
C'est souvent d'ailleurs la vraie clé de la réussite des entreprises. Lorsqu'on a réussi à créer des liens particuliers avec de hauts fonctionnaires, des militaires, des politiciens ou des membres de la famille royale. C'est assez difficile de le comprendre parce que c'est pas le genre d'élément qu'on met en avant. Bien sûr, ce qui est mis en avant le plus souvent, c'est le mérite personnel. Donc, bon, le chinois part de rien et réussit, c'est un self-made man, ou simplement, il y a les termes chinois ou thaï qui veut dire pareil. On est arrivé avec quasiment rien. L'expression thaï, c'est avec une natte et un oreiller. Et finalement, on a réussi à devenir des multimillionnaires, des milliardaires. Bon. Et bon, il y a beaucoup de biographies, j'ai lu de nombreuses biographies de Chinois. Moi, une de mes sources, c'est ce que j'appelle les livres funéraires. Ce sont des livres de crémation quand il y a eu crémation, parce que dans le bouddhisme Mahayana, il y a enterrement. Dans le bouddhisme Theravada, donc du petit véhicule, il y a crémation. Donc, ce n'est pas toujours des livres de crémation, mais les livres de crémation, c'est quand même une source très importante. Mais malheureusement, on dit rarement... bon, les livres de crémation comportent une biographie du défunt, assez importante parfois. Parfois, elle couvre des dizaines et des dizaines de pages. Mais bon, elle est rarement tout à fait honnête. Oui, alors, l'image à combattre, c'est l'image du marchand. Alors là, le marchand, en thaï, il y a écrit Pokha Kron Klang, c'est-à-dire le marchand intermédiaire. Il n'a pas du tout une tête chinoise, il a une tête plutôt européenne, mais c'est pas neutre non plus, parce qu'on ne veut pas non plus accuser trop le chinois. Mais le thaï qui lit, enfin qui voit ce dessin humoristique, comprend bien que c'est le chinois qui est montré du doigt. Et le paysan, donc Shauna, c'est celui qui tire le chariot, il est endetté, donc on ne voit pas très bien, mais dans le nuage du haut, enfin dans la bulle du haut, il y a écrit Nissin, ça veut dire que dette. Et c'est donc le paysan, le tout petit paysan qui est obligé de tirer le chariot dans lequel il y a le marchand chinois. Donc, les Chinois veulent éviter de... C'est un dessin qui maintenant passerait probablement pas. Parce que ça devait être dans les années 70-80. C'était encore possible de faire ce genre de dessin. Maintenant, la position des Chinois est tellement maintenant surévaluée, enfin en tout cas élevée, que c'est plus trop possible. Bon. Oui, donc les Chinois d'aujourd'hui veulent absolument éviter d'être perçus comme des intermédiaires improductifs et profiteurs, comme des parias. Bon, le paria, c'est un terme qui vient de l'Inde, mais qui est utilisé en dehors, hein, ou d'être pris comme bouc émissaire en période de crise. C'est le cas dans beaucoup de pays, ça a été le cas souvent en Indonésie, un petit peu en Malaisie et aux Philippines. Ça a été quasiment jamais le cas en Thaïlande. Il y a eu ce risque en 1997 lors de la crise financière. C'est que, en fait, c'est le Premier ministre qui était un général à la retraite qui a rendu les entrepreneurs chinois responsables de la crise financière et économique au sens large qui se développait dans le pays et dans la région. Bon, heureusement, les entrepreneurs chinois ont bloqué l'affaire, ont réussi à intervenir. Finalement, c'est le Premier ministre qui a été viré. Donc, ils insistent en revanche sur le rôle moteur dans l'économie nationale, de fer de lance de la modernisation. Ils insistent lorsqu'on discute avec des intellectuels. Bon, une très grande partie, sans doute la majorité des intellectuels de Thaïlande, par exemple, est d'origine chinoise. Et donc, évidemment, ils ont plutôt tendance à défendre les entrepreneurs chinois.
Et ils insistent souvent pour dire, vous voyez, c'est dans les pays où la communauté chinoise est la plus puissante, la plus nombreuse bien sûr, mais la plus puissante, que la situation économique est meilleure, donc est la meilleure. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce qui est mis en avant. Et donc, les activités philanthropiques, notamment le soutien aux fondations, des membres de la famille royale et des gens influents. J'ai écrit un article là-dessus il y a assez longtemps maintenant. C'est pas toujours neutre, c'est simplement pour souvent avoir des sortes de récompenses. Et en Thaïlande, il y a différentes. On a des décorations royales prestigieuses, on a des titres aussi, enfin particuliers. Donc c'est jamais tout à fait innocent. Oui, il n'oublie pas non plus de financer les partis politiques. Et les hommes d'affaires dont je vais parler, enfin, les deux cas en particulier, mais même beaucoup d'autres, financent quasiment tous les partis politiques. Donc, il faut entrer dans leur conseil d'administration des personnalités influentes, les généraux, des anciens ministres, et ils offrent des postes de conseillers aussi. Et ils embauchent aussi les épouses ou les parents. Donc, ce qui leur permet donc de s'enrichir aussi, puisque les anciens ministres et les généraux finissent par avoir des revenus assez considérables, qu'ils ont parfois du mal à expliquer d'ailleurs. Alors là, je vais parler donc des différents noms qui sont utilisés pour désigner les entrepreneurs chinois. Ça, c'est le terme pratiquement le plus général. C'est le terme roi, simplement. Roi qui veut dire simplement riche. Alors, dans la coupure de journal qui est à droite, et que j'ai ici, c'est assez amusant parce que oui, j'ai mis la flèche, donc je pense que vous voyez où est la flèche. C'est une expression qui date des années 60, je crois. C'est l'argent et Dieu. Là, je l'ai trouvé dans un article probablement du journaliste le plus connu, du journal le plus vendu, le Thairat. Le journaliste, enfin c'est son surnom, il s'appelle Waitatip. Tatip, c'est l'œil type. Pardon? Pas de Moscou, non, c'est l'œil magique, l'œil angélique ou magique, plutôt magique. Et donc il écrit un article pour dénoncer, mais c'est un article déjà ancien, hein, pour dénoncer ces très riches qui ne pensent qu'à eux. Mais cette expression de Ngan que Prachao c'est Dieu, et Ngan c'est l'argent, c'est une expression ancienne et c'est quelque chose qui est acquis. Donc, bien sûr, certains disent que c'est une influence chinoise, qu'avant on ne pensait pas comme ça. Il y a d'autres choses plus importantes que l'argent, mais cette expression Ngan que Prachao, tous les Thaïs la connaissent évidemment. Moi, je l'ai rencontré des dizaines de fois. Là, bon, je suis tombé dessus dans une coupure de presse qui évidemment est toute déchirée, qui est un petit peu ancienne, mais j'aurais pu en trouver d'autres. Si j'avais tapé sur Google Thaï Ngan que Prachao, j'aurais pu avoir des dizaines de références, même si c'est récent. Alors, juste cette carte, parce que là, en bas, vous voyez une carte de vœux. C'est assez amusant parce qu'on mêle la religion. C'est deux grands abbés de pagode, enfin de monastères. Et c'est très amusant parce que celui de gauche, son nom, enfin son surnom, mais c'est le nom, c'est Ngan, justement, l'argent. Et celui de droite, qui est plus connu en fait, son nom c'est Sot. Et donc en reliant les deux, ça fait Ngan Sot. Argent liquide. Alors ce qui est amusant, et en plus c'est fait un petit peu comme pour ressembler à un billet de banque, légèrement. Donc on envoie ça comme une carte de vœux pour espérer que celui qui va recevoir la carte s'enrichisse. Mais mélanger le bouddhisme avec l'argent,
c'est quand même pas très orthodoxe. Donc, normalement, le bouddhisme, c'est le désintéressement financier, enfin, en particulier. Mais ça, c'était... Là aussi, on pense que c'est l'influence chinoise. J'ai pas reçu la carte de vœux, hein, c'est moi qui l'ai acheté, mais je l'ai pas envoyé. Donc là, le premier terme, c'est un terme qui est un petit peu lié quand même à la religion. C'est le terme de seti. Seti. Donc le seti, c'est un terme pali-sanskrit, hein, qui veut dire riche, simplement riche. Mais bon, là il y a Mahaseti, donc Maha, ça veut dire grand, grand riche. Donc c'est un petit peu l'équivalent de millionnaire. Et puis il y a encore un superlatif, c'est Abhi Mahaseti. Et là, c'est l'équivalent de milliardaire. Alors, sauf que Seti, c'est un terme qui est très ancien, donc d'origine pali-sanskrit, c'est-à-dire c'est un petit peu l'origine de beaucoup de termes savants en Thaïlande. Et c'est un terme qui date de l'époque de Bouddha. Donc, quand on lit la vie de Bouddha, il y a des histoires de Seti. Mais ce sont des Seti, on dit Chaibun. Seti Chaibun, ça veut dire des Seti généreux, des Seti qui ont le cœur ouvert. Donc, cette image de Mahaseti en fait, est très populaire. Tu peux préciser Saibun juste pour eux. Saibun, Chaibun. Chaibun. Alors, le Chai, c'est le cœur, et Bun, c'est le mérite. Donc, c'est le méritant, méritoire, enfin, c'est le cœur prêt à faire du mérite, donc en distribuant l'argent. Donc, c'est un... Bon. Là, simplement, c'est Panathyak Turakit, donc c'est le monde des affaires, et de 25 familles de Mahaseti. Hein. Et donc ces Mahaseti, ces millionnaires, parce que là c'est simplement millionnaires, sont quasiment tous Thaïs. Il n'y a que celui qui est ici. Donc vous voyez, il a un turban, c'est un sikh. Et quelquefois, pour montrer qu'il n'y a pas que des entrepreneurs chinois qui ont réussi en Thaïlande, on montre ce gars qui s'appelle Sura j'ai oublié, Sitianwala, Sitiantarawala, enfin c'est un nom assez long. Donc il s'est enrichi dans le commerce du textile comme beaucoup de Sikhs. Parfois même, on a un Américain qui a développé Pizza Hut en Thaïlande, Heineck, j'ai oublié son nom, William. Bon, pour montrer qu'il n'y a pas que des Chinois. Mais les entrepreneurs qui ont réussi en Thaïlande sont quand même d'origine chinoise à plus de 95%, on peut dire. Donc c'est la grande majorité. Donc là, par exemple, là c'est encore Mahaseti Thai. Donc 3 Mahaseti Thai qui sont sur le point de devenir des millionnaires mondiaux du monde. Il y en a un dont je vais parler en détail, donc c'est Charan, Siri Watanapardi, c'est lui. Thanin Charawanon, j'ai déjà écrit un article très largement sur lui, donc je ne vais pas ironiser cette fois. Il est souvent cité comme aussi le plus riche, enfin ça dépend des classements. Et celui en haut à droite, il a réussi dans un seul secteur, c'est la production du fameux Red Bull. Puisque tout le monde ne le sait pas, mais Red Bull, c'est Thaï. Et donc il s'est enrichi grâce à ça. Comme c'est un produit qui se vend dans le monde entier, il s'est enrichi grâce à ce produit. Mais il n'est pas d'un intérêt majeur en dehors de ça. Donc lui, il s'appelle Yuwiteya, enfin, son nom Thaï. J'ai oublié son prénom, mais bon, ouais. Alors, ça c'est les Torquais. Les Torquais, donc, c'est un nom très intéressant.
D'abord, ça peut être un terme d'adresse que l'on passe devant le nom. Il y a d'autres termes d'adresse devant les noms des Chinois, comme CA par exemple. Mais c'est le titre qu'on donne à un homme prospère. Ça a des sens quand même très très différents. Alors, déjà, quand on le voit comme ça a une apparence extrêmement thaï. Tao et Ke, c'est deux mots qui veulent dire vieux, donc âgé, aîné, si on veut. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Dans les dictionnaires anciens, on traduit simplement soit entrepreneur chinois ou leader parmi des ouvriers chinois. Donc ça, on trouve ça dans les dictionnaires les plus anciens. Alors il y a des orthographes un peu différentes, mais à l'origine, c'était... alors tout à fait dans les textes les plus anciens, c'était un titre, soit avec cette orthographe, soit avec une orthographe légèrement différente, que portaient des femmes âgées au palais royal et qui étaient chargées de surveiller les femmes du harem royal. Donc, tout ça pour dire que ce sont des termes, c'est vraiment très thaï. Mais, donc, en vérité, c'est aussi un terme chinois qui a été légèrement déformé et qui a le sens d'homme riche. Donc, alors, c'est chinois Hokkien. C'est chinois Hokkien. Ça a le sens de homme riche, mais surtout de patron, de boss. Bon, là, bon, je pourrais développer beaucoup, mais lorsque je publierai l'article, vous verrez toutes les exceptions de ce terme. Mais sinon, je vais prendre beaucoup de retard. Là, simplement, c'est un terme qui est un peu ambigu. Là, par exemple, Tauke, est-ce que c'est un praek? Praek, j'ai traduit par gentil, mais c'est en général, dans les films thaï, c'est celui qui a le beau rôle. C'est celui qui a c'est le jeune premier, le praek. Ou alors, est-ce que c'est un purai? Purai, c'est le bandit, le voyou, le salaud, en fait. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est un article qui est écrit par un occidental, mais qui est écrit en thaï et qui est prof dans l'université de la chambre de commerce, je crois, de Bangkok. Donc, il connaît bien le terme Tauke. Donc, dans la littérature anglo-saxonne, on écrit comme ça, Tauke. Donc c'est un terme qu'on rencontre pour les Chinois de Malaisie, d'Indonésie aussi. Là, c'est un des livres, bon, il est un petit peu sale, mais moi j'ai acheté il y a assez longtemps. C'est une thèse qui a été soutenue en 71. C'est quand même un des rares livres qui a Tauke en titre. Et pour lui, c'est vraiment les entrepreneurs chinois. C'est à peu près le sens qu'il donne. Alors, chez les Chinois, et essentiellement chez les Chinois, le terme de Tauke a un autre sens. C'est celui de entremetteur pour des fiançailles ou un mariage. Donc c'est un marieur. C'est quelqu'un qu'on contacte pour assurer on envoie par exemple à la famille de la future mariée pour discuter affaires. Ça c'est un terme qui est encore utilisé actuellement dans ce sens-là. Donc ce que je veux dire, c'est un terme qui est
qui peut être considéré comme d'origine Hokkien, donc chinoise, mais qui en même temps est très thaï, et même thaï ancien. Alors il y a plusieurs orthographes, bon, mais la prononciation est la même. Et c'est un terme donc aussi un terme d'adresse que les Chinois de Thaïlande apprécient beaucoup. Moi, je me souviens que quand j'habitais Bangkok, même à des petits entrepreneurs, si je les appelais Torka, tout de suite, ils avaient le sourire aux lèvres. Ça leur faisait plaisir et c'était une manière de montrer qu'ils étaient appréciés, qu'ils étaient reconnus comme un véritable entrepreneur. Bon, même s'il était simplement un petit commerçant local. Enfin, mais donc, c'est quelque chose qui est recherché comme titre. Ça, c'est le terme le plus... Donc, Chao Soa, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que c'est un terme que les Chinois de Thaïlande adorent, et c'est le plus utilisé. Alors là, j'avais l'embarras du choix. J'aurais pu trouver des dizaines de couvertures de livres, d'articles, avec ce terme de Chao Soa. Donc, bon, dans les dictionnaires, la traduction habituelle, c'est simplement riche marchand chinois. Donc, et c'est vraiment toujours chinois. On n'utilise jamais Chao Soa pour un entrepreneur. Au sens propre. C'est-à-dire Chao, alors, non, parce que ça vient en fait d'un mot chinois. Je ne sais pas si je l'ai mis en chinois là. Pardon? Oui, mais oui, enfin, il est quelque part. Bon, enfin, simplement. Celui-là, c'est le tigre. Pardon? C'est le tigre. Non, c'est vraiment. Ça vient d'un mot mandarin qui se prononce en fait Chao Soa, enfin, plutôt Chao Soa en Tétiou. Donc ça vient. En mandarin, on le prononce assez différemment. C'est Soushan, donc c'est très différent. Mais en Tétiou, donc le chinois local, ce qui veut dire simplement mania, riche ou leader. Hein, donc, mais les Thaïs adorent ce terme parce que Chao, c'est extrêmement amélioratif, c'est extrêmement positif. Un Chao, c'est un prince. C'est un prince. Alors, c'est aussi, ça peut être Dieu aussi. Pra Chao, c'est Dieu. Mais et c'est un terme aussi, le Bouddha, par exemple, on l'appelle Praputa Chao. Donc, il y a aussi le mot Chao. Donc, Pratyao Pendin, c'est le roi. Donc, c'est un terme qui, dans tous les sens, dans toutes les acceptions, est extrêmement positif. Et donc, c'est le terme le plus couramment employé pour désigner les riches entrepreneurs chinois. Et même si c'est une déformation, bien sûr, une adaptation d'un mot chinois qui est presque sans intérêt, mais localement, c'est un terme qui vraiment place l'entrepreneur à un rang d'égalité avec l'élite locale, puisque ce soit les princes, le roi, et bien sûr avec cette connotation bouddhiste, un petit peu comme Sethi en fait, dans un autre sens. Donc là, et très souvent, c'est aussi un terme d'adresse. Donc, on va dire Chao Soa, Charan, ou Chao Soa avec le prénom de la personne. Bon, là, c'est encore le Kwamki Chao Soa, donc ce que pensent les Chao Soa, ou là, c'est le petit Chao Soa. Chao Soa Noi, c'est le petit Chao Soa. Bon, celui-là est sur justement Charan. Chao Soa Charan. Et donc, bon, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est associé au dragon. Donc, Chao Soa, finalement, ça fait trop thaï, peut-être pour certains. Et
associé avec le dragon, ça devient beaucoup plus chinois. Donc, d'ailleurs, là, à droite, c'est Kiao Sua Pan Mankon. Mankon, c'est le dragon. Donc, c'est les riches hommes d'affaires de la famille du dragon. Bon. Alors, ce qui est intéressant, j'ai repris d'ailleurs cette couverture ensuite, c'est que le terme tycoon est aussi utilisé parfois. Tycoon, en fait, on peut l'écrire en thaï, mais c'est relativement rare qu'il soit écrit en thaï. Et c'est un terme d'origine lointaine chinoise, mais qui a été emprunté à travers le japonais. Puisque tycoon, en japonais, c'était, alors c'est un peu compliqué à expliquer peut-être, c'est que c'était le nom qu'on donnait au shogun, le shogun étant le vrai dirigeant du Japon à la place de l'empereur, qui avait un rôle simplement représentatif à une époque. Donc le tycoon, c'était vraiment le grand leader national, celui qui avait le pouvoir. Hein. Alors, le mot taipan est très populaire chez les Occidentaux, mais pas du tout chez les Chinois. Bon, c'est un nom qui est populaire parce que il a été popularisé par un roman qui est bien connu. Oui, c'est ça. Mais il se trouve que pour les Thaïs, pour les Chinois de Thaïlande, c'est surtout le nom d'un serpent. Et le taipan, c'est peut-être, on ne le sait pas assez, c'est le serpent le plus venimeux au monde. Il est 25 fois plus toxique, enfin son venin, que celui du cobra. Donc vous imaginez, alors c'est pas un serpent qui est tellement répandu en Asie du Sud-Est, il est répandu plutôt en Australie, c'est un serpent du désert plutôt, mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé écrit taipan en thaï seulement dans le nom d'un hôtel. Là c'est écrit en thaï, en tout petit en fait en haut, au-dessus de taipan en anglais, il y a le mot taipan, mais c'est que des traductions. Pardon? Alors, à Phuket ici, hein. Mais en haut, c'est à Bangkok. Ouais. À Bangkok, c'est près de Sukhumvit, près de Hasok. Je ne sais pas si tu vois. Enfin. C'est le seuil 23. Enfin, ouais, 23-25. Hein, mais en bas, c'est Phuket, effectivement. Donc, c'est répandu chez les Européens, mais surtout pas chez les Thaïs. Bon, on trouve aussi le mot Mokun, Mogul. Bon, ça veut dire Moghol, évidemment, c'est le souverain de l'empire du nord de l'Inde. Je l'ai trouvé dans des textes, mais bon, j'ai pas voulu scanner des textes parce que c'était petit et c'était en thaï. On l'utilise pour, par exemple, comme le mogun du whisky, le mogun de tel secteur d'activité. Donc, c'est pas extrêmement répandu, mais on le trouve quand même. Les termes, alors un terme beaucoup moins positif, c'est Tiao Po. Alors là, il y a aussi le mot Tiao, mais si on prend séparément les deux termes, c'est extrêmement positif. Tiao Po, donc c'est prince et père, effectivement, mais ensemble, ça veut dire parrain de la mafia. Ensemble, c'est un parrain de mafia, c'est un chef de bandits, en fait. Donc, c'est devenu extrêmement impopulaire. Bon, là, justement, dans le premier livre que j'ai publié, c'est quelqu'un qui dit je suis Thaï, je suis un Thaï qui adore la nation, la religion, la monarchie. Je ne suis pas un Tiao Po. Mais en fait, c'est un Tiao Po, évidemment, puisque il
Et les autres, donc, c'est descendre le Xiaopao. Et là, donc, il y a une liste de subodés Xiaopao, puisque ce sont les histoires des Xiaopao, donc des mafieux. Et dans la liste, la grande majorité sont des Chinois, quasiment tous, sauf que le dernier, donc Baidan Pathan, c'est un Afghan d'origine. Donc, alors il y a peut-être un Thaï que je ne connais pas, mais qui a un nom un peu plus Thaï que les autres, mais la majorité sont des Chinois. Et l'équivalent, c'est ça, c'est Godfather, donc dans ce sens-là. Mais en fait, dans le livre de gauche, ce n'est pas forcément négatif, puisque ce sont des grands entrepreneurs chinois, ils sont à peu près tous chinois, il me semble, d'Asie du Sud-Est. Non, il y a peut-être un ou deux qui n'est pas chinois, qui est occidental. Pardon? Les filles sont tailles. Oui, ça c'est possible. Mais bon. Donc en fait, il y a le sens extrêmement négatif. Et donc là, dans ce titre thaï, le titre c'est aussi Godfather. Ce qui est écrit en rouge, c'est écrit à la manière thaï, donc Godfather. Godfather. Donc c'est Godfather qui est écrit en thaï. Sauf que là, à droite, ce sont des Chinois de Thaïlande, donc bien connus. Celui du centre est un mafieux de la province de Chonburi, Kam Nan Pa. Celui de droite est de Khon Kaen, il est très chinois, un Hainanais. Donc, et celui de gauche, c'est un parrain aussi de mafia de Bangkok. Donc, ils sont. Donc, à droite, c'est extrêmement négatif. Ce qui est étonnant, c'est que, peut-être pour faire plus chic, ils ont évité le mot Xiaopao, ils ont écrit Godfather en thaï. Alors que là, c'est écrit bien sûr en anglais, c'est un ouvrage en anglais, mais là, c'est plutôt positif. Bon, quand c'est en anglais, c'est toujours un peu plus amélioratif d'habitude. Bon, et là, c'est pas le cas. Bon, juste, ça c'est anecdotique, mais c'est un ouvrage en anglais. On les appelle parfois les nouveaux empereurs, c'est-à-dire les riches entrepreneurs chinois d'Asie du Sud-Est, comme des nouveaux empereurs. Sauf que le sinogramme qui est c'est le sinogramme chinois le plus répandu, sans doute, enfin extrêmement courant, qui veut dire Wang, enfin qui se prononce Wang, et c'est le roi, l'empereur de Chine. Donc, bon. Alors, simplement, c'est pas limitatif, on peut trouver encore d'autres expressions. Je pense que dans l'article, enfin dans la note de recherche plutôt que j'écris, je rajoute quelques termes, mais bon, c'est pas la peine de retenir tout. Ça, c'est une expression qu'on trouve parfois, les marchands, les mandarins marchands. Et le terme le plus banal, sans connotation aucune, ici c'est Nak Borihan Turakit. Nak Borihan Turakit, ça veut dire chef d'entreprise, ça veut dire homme d'affaires, ça veut dire Turakit c'est le business, Borihan c'est administrateur, gestionnaire. Donc, ouais. Donc là, c'est pas du tout accrocheur comme titre, c'est même peut-être trop simple, mais on peut trouver, c'est le terme le plus courant. Je vais surtout parler donc de deux grands groupes. Donc la famille Chiratiwat. Alors d'abord, simplement ici, bon, il y a beaucoup de tailles. J'aurais peut-être pu essayer de trouver l'équivalent en anglais ou en français, je ne crois pas. Ce sont les 10 Thaïs les plus riches. Alors là, on dit Mahaseti Thaï de l'année 2557. Donc 2557, on est en 2560 en Thaïlande. C'est l'ère bouddhique. Donc c'était 2014. Donc le premier, donc, je vais parler de lui, c'est la famille Chiratiwat.
Et bon, là, c'est écrit en thaï, donc vous ne pouvez pas le savoir, mais alors que pour les 9 autres, il y a le nom et le prénom, enfin le prénom et le nom. Pour lui, il y a marqué famille, Chiratiwat. Donc, les 4 premières lettres, les 5 premières lettres, c'est Trakun. Trakun, c'est famille. Famille Chiratiwat, alors que pour les 9 autres, il y a le prénom et le nom. Donc le deuxième, c'est celui sur lequel j'ai déjà écrit un article qui s'appelle Tanin Charawanon, du groupe Charan Pokpan, donc l'agro-business. Le troisième, je vais parler de lui ici, c'est Charan Siriwatanapardi. Bon, puis les autres... Alors oui, le quatrième, c'est l'héritier de celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est la famille qui produit le Red Bull. Donc lui s'appelle Shalom Yuwiteya. Son père est décédé entre-temps. Bon, les autres, le septième produit la bière Singh, c'est la famille Pilon-Pardi. Simplement, on peut noter que le dixième, c'est l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawat. Et à une époque, il était numéro 1. Mais comme il est maintenant en exil depuis assez longtemps, je pense que ça fait un peu périclité entre-temps. Donc là, il se retrouve en 10e position. Bon, il est quand même relativement riche, puisque là, il a 53 000 millions de bahts, donc 53 milliards de bahts, hein, mais pas de dollars. Hein. Mais enfin, ça fait quand même près de 2 milliards de dollars, donc c'est quand même raisonnable. Dollars américains. Ah oui, américain. Bon. Et donc je vais parler du numéro 1 et du numéro 3. Tu le connais bien? Tarsin? On peut lui demander une bourse pour nos étudiants? Ah bah écoute, je sais pas s'il se souvient de moi, parce que moi je l'ai connu il y a déjà très longtemps. À l'époque, il était simplement lieutenant-colonel de la police. Bon, je crois que ça fait un peu longtemps. Mais les autres, alors la famille qui est en tête, je connais un des membres de la famille. Donc si tu veux, on peut lui demander de l'argent. Bon. Donc là, il y a les deux noms. Donc, bon, c'est le fondateur. Le premier, c'est Tiang Chiratiwat. Simplement, il est présenté comme celui qui a lancé, l'histoire des centres commerciaux, le premier centre commercial de Thaïlande. Et Charan Siriwatanapardi, ici, il est présenté comme l'homme d'affaires qui a versé le plus d'impôts à l'État, donc à l'État thaïlandais. Donc, il a versé, alors je ne sais plus en quelle année c'était, 60... Alors, ça fait vraiment beaucoup. 60 milliards de bahts d'impôts, simplement. Bon. Donc, la famille Chiratiwat. Donc, le fondateur de la famille, c'est... alors lui, c'est lui qui est arrivé de Chine. Bon, quand on essaie de réécrire les biographies de ces gens-là, c'est toujours un peu compliqué parce que pourtant j'ai lu plus de 10 fois sa biographie, dans des sources différentes, et on ne sait pas en quelle année réellement il est arrivé en Thaïlande. En plus, il a fait des allers-retours, quand il s'est vraiment installé, donc tout ça c'est un peu compliqué. Bon, c'est un Hainanais, donc il vient de l'île de Hainan, hein, et il est quand même venu en Thaïlande, sans doute, il est né en 1906, et il est arrivé en Thaïlande vers l'âge de 19 ans, mais il s'est établi définitivement sans doute en 1927, mais là aussi les sources diffèrent. Là où je n'ai pas tout compris, c'est que bon, c'est lui qui a eu 26 enfants et 3 femmes. Bon, là, c'est une partie de la famille. Celui que je connais bien, c'est celui qui est en chemise blanche avec la cravate. Sotipan. Celui qui a la moustache. Ouais.
En fait, je connais bien parce que c'est le seul de la famille qui n'est pas resté dans le business. Il est prof d'économie à l'université Chulalongkorn et il a fait un doctorat à Grenoble en économie. Donc, il est francophone et donc et c'est le seul qui, en fait, n'est pas dans l'entreprise familiale. Donc en fait, oui, ce qui est particulier pour moi, c'est que donc, le fondateur de la famille, qui s'appelle Tiang Chiratiwat, apparemment a eu déjà 2 femmes hainanaises quand il était à Hainan. Mais j'ai les livres de funéraires des 2 femmes. Au début, apparemment, officiellement, il n'y en a qu'une qui est venue avec lui, mais l'autre affirme qu'elle est venue aussi. Alors, c'est pas très clair, hein, l'histoire. Donc là, il y a encore un peu de travail à faire à ce sujet. Mais, alors, ce qui est clair, c'est qu'il a eu 26 enfants. Et donc là, on en voit seulement quelques-uns. Ça devait être lors d'une cérémonie funéraire aussi, puisqu'il y a les couronnes de fleurs derrière. Donc là, oui, à droite, c'est juste les enfants qu'il a eu avec la première femme. Pourquoi ils sont en noir? Parce que c'est... bon, maintenant, c'est à l'occidental. Ah ouais. Les Hainanais sont assez particuliers parmi les Chinois, c'est que ils adorent vraiment la culture occidentale. Hein. Donc, ils essaient d'imiter le plus possible les Occidentaux. Bon, en même temps, ils ont des traditions propres, hein, mais là, c'est pas étonnant. Alors, en même temps, à côté de ça c'était peut-être la cérémonie funéraire considérée comme bouddhique. Hein. Probablement qu'il y a eu à côté une cérémonie religieuse chinoise, et là, ils étaient tous habillés en blanc, mais là, peut-être qu'il n'y a pas eu de photo. Ou alors, peut-être qu'il y a eu une photo pour un livre de crémation, enfin un livre de funéraire plutôt, qui a été publié en chinois, avec une diffusion beaucoup plus limitée. C'est possible aussi. Donc là, ça c'est un gros livre très luxueux, qui doit peser au moins 2 kilos, mais c'est le livre officiel. Alors, ça c'est... Bon, le fondateur, finalement, et ça c'est intéressant, le fondateur s'est installé en Thaïlande. Il a créé une sorte de café dans un coin perdu de Thonburi. Donc, il a pas fait fortune. En plus, avec 26 enfants, c'est pas évident non plus. Il a commencé à créer un petit centre commercial en marge du quartier chinois. Comme le quartier chinois traditionnel n'est pas hainanais mais Teochew, les hainanais ne sont pas très bien vus. Donc c'est pour ça qu'il s'est installé d'abord assez loin. Donc Thonburi, c'est de l'autre côté du fleuve, c'est assez loin du centre de Bangkok, et surtout à l'époque. Et ensuite, il s'est un petit peu rapproché, mais il a tourné un petit peu autour du quartier chinois. Et il n'a jamais créé d'entreprise dans le quartier chinois. Lui, donc, Samrit, c'est le leader de la 2e génération. C'est lui qui a été un peu sacrifié parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des études. Il a dû, comme c'était le fils aîné, il a dû aider l'entreprise familiale à se développer. Et c'est le seul qui n'a pas fait vraiment beaucoup d'études. Bon, mais en même temps, c'est lui qui est à l'origine de la réussite de la famille et de l'affaire. Alors, la famille hainanaise, mais surtout là, la famille Chiratiwat, c'est une famille qui fonctionne vraiment comme une grande famille élargie, très unie, très soudée. Hein. Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé sur, je pense que c'est sur un livre de crémation, enfin un livre funéraire plutôt, encore une fois, de la famille. C'est les points importants lors des réunions de famille. Les réunions de famille, c'est
c'est vraiment quelque chose de très important pour les Chilatiwat. Donc, j'ai traduit simplement, on est ensemble, on vit ensemble, on dort, on mange ensemble, on joue ensemble, et pendant très longtemps, c'était possible. Ils ont une grande maison sur la rue Silom, la rue Saladin, donc bon, c'est pas dans le quartier chinois, mais c'est pas très loin non plus, et toute la famille était supposée vivre ensemble. Bon, maintenant c'est un peu difficile parce qu'ils sont trop nombreux, mais pendant très longtemps c'était le cas. Donc. Deuxième point, on respecte les aînés. Le plus âgé a vraiment droit au respect de ses cadets. C'est le plus âgé de toute façon qui est le chef de famille. Chaque fois que le plus âgé décède, c'est celui qui suit qui le remplace. Donc le père doit enseigner à ses enfants, les néo-cadets, mais il y a quand même une démocratie, c'est-à-dire chacun peut exprimer ses idées. Alors, ça c'était Samrit, c'était celui qui a fixé ces points. Il a voulu que tout le monde étudie dans les meilleures écoles. Donc c'était des écoles missionnaires. Alors, l'Assomption pour les garçons, le collège de l'Assomption, qui est près de l'ambassade de France, et les filles à Mater Dei. Mater Dei, donc c'est aussi une école missionnaire pour les filles, qui a aussi bonne réputation, mais qui a un avantage de plus, c'est que c'est là où la reine de Thaïlande a étudié. Donc, et à cause de ça, les meilleures familles, surtout princières, envoient leurs enfants à Mater Dei. Alors, c'est bien pour se faire des relations, évidemment, parce que on fait des relations avec les filles de princes, donc, et éventuellement, un jour, peut-être, les garçons de la famille pourront les épouser. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Donc, on se partage le travail et les responsabilités dans les affaires en fonction des compétences. Quand un membre de la famille a fait une faute, alors ça, c'est assez particulier aussi, on envoie une lettre circulaire pour l'exposer et éviter toute partialité. Alors, c'est pas complètement clair, mais après, on dit que quand un membre de la famille fait quelque chose de bien, on le complimente, mais on lui fait faire davantage de travail. Et on évite qu'il soit trop fier de lui, finalement. Donc, on le félicite, mais enfin, sans plus, quoi. Donc ça, c'est les principes de la famille. Alors, la famille, comme j'ai dit, le fondateur a eu 26 enfants, de 3 épouses. Donc, à la 5e génération, la famille, la 5e génération est toute, jeune, hein, ce sont des enfants encore. Mais il y a 224 membres, dont 51 travaillent pour le groupe. Donc, parmi ceux de la 3e génération, c'était ceux qui le plus ont travaillé pour le groupe. Il y en avait 34 sur 87. Et donc, la résidence de la famille, dans la résidence d'origine, qui est un petit peu ancienne maintenant, elle abrite encore 50 des 224 Chilatiwat, mais les autres essaient de vivre tout de même ensemble dans 3 autres compounds, en fait, grandes maisons, dans Bangkok. Donc, c'est presque une caricature, parce que toutes les familles chinoises ne fonctionnent pas comme ça. Mais là, alors je ne sais pas si c'est plus propre aux Chinois hainanais qu'aux autres, enfin c'est quand même très fort. Hein. Ils restent extrêmement soudés, et moi quand je discute avec un des membres de la famille que je connais bien, donc Sutipan, mais il me parle du reste de la famille, mais naturellement, même, c'est-à-dire ça revient tout le temps dans la conversation. Là par exemple, chaque année le 10 juillet, tout le monde se réunit. Donc là où on a créé le premier café, la première petite entreprise de la famille. Donc c'était en 1927, et ça fait quand même 90 ans maintenant. Mais tous les 10 juillet, si vous voulez voir l'ensemble de la famille, vous savez où vous devez aller. Hein. On sait quel est le nom de ce monastère à Thonburi. Et dans la réunion de famille, on évoque des questions très personnelles, comme par exemple, on doit donner l'avis sur le choix du conjoint, les études des enfants. Bon, je sais que par exemple, dans une de ces réunions de famille, on a décidé que un des fils, qui était quand même déjà assez âgé, ne devait pas entrer en politique. Et ça, c'est intéressant parce que
il avait tellement envie de faire de la politique. Bon, évidemment, il avait assez d'argent pour se faire élire haut la main. Il aurait pu devenir ministre. Mais dans une réunion de famille, on lui a dit non, 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 c'est pas souhaitable pour l'entreprise. Et il a accepté. Donc, alors maintenant, il fait de la politique un peu indirectement parce qu'il a acheté le Bangkok Post, donc le grand quotidien. Enfin, il n'a pas complètement acheté, mais c'est un peu l'équivalent du Monde. Et il était question, c'était la semaine dernière, qu'il achète l'autre quotidien anglais aussi, The Nation. Ouais. Alors, ça a été un peu démenti, mais je crois qu'il a vraiment envie, donc il va peut-être finir par l'acheter. Donc, bon. Donc, juste pour montrer, parce que les réussites, c'est une famille qui a réussi dans les centres commerciaux. Donc, à gauche, c'est le premier centre commercial, enfin, un tout petit centre commercial, dans le quartier de Wamburapha. C'est un petit peu en marche du quartier chinois, mais entre le quartier chinois et la ville ancienne, en fait, le palais royal, on va dire. Et à droite, c'est la première le premier grand immeuble de la famille. C'était en 67 plutôt que 68. Ça a peut-être été inauguré officiellement en 68, mais ça date de 67. C'est sur la rue Siloam. Et c'est la première fois qu'il y a eu un grand centre commercial comme ça. Là où ça a été un peu difficile pour la famille, c'est que c'est pour la première fois, donc dans le magasin de gauche, ils ont un peu contrevenu à la tradition locale, c'est-à-dire qu'ils ont affiché des prix fixes. Alors, en 57, c'était quelque chose qui était inimaginable. En 57, mais même longtemps après, hein, parce que moi, quand je suis arrivé en 78, c'était encore ça. On marchandait pour tout. Donc, on marchandait pour le taxi, évidemment, mais quand on allait dans un commerce, il fallait marchander pour tous les prix. Et en 57, donc, ils ont créé un petit centre commercial où les prix étaient affichés et on ne pouvait pas les faire baisser. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Pendant très longtemps, c'était très dur parce que les traditions s'y opposaient totalement. Ils ont d'ailleurs essayé d'ouvrir finalement, quelques temps plus tard, le même type de commerce dans le quartier chinois. Et alors là, ça a foiré totalement parce que les traditions étaient encore plus fortes dans le quartier chinois qu'ailleurs. Et avoir un centre commercial qui ne permette pas de marchander, c'était inimaginable. Donc, mais ça l'est encore beaucoup pour certains, hein, encore maintenant. Hein. Même si maintenant, les taxis ont en principe des compteurs. Bon, là, c'était juste pour montrer le développement. Là aussi, le premier Central, tout à l'heure, il ne portait pas le nom de Central. Là, celui-ci s'appelle Bodhisat Central Trading Tiamkat. Donc là, il y a le mot Central. Et puis là, à Bangna, c'est en banlieue, c'est Central City. Bangna, ça veut dire le village le long du fleuve des rizières. C'est là, hein? Oui. C'est drôle. Bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de rizières, parce que c'est la banlieue sud. Des acacias dans une ZUP. Simplement, la famille Chilatiwat est, en dehors de ses aspects traditionnels, j'ai dit qu'elle était très occidentalisée à sa manière, et en particulier, elle est très active dans tout ce qui est la high society. Et là, par exemple, il y a 3 membres de la famille qui sont dans le répertoire officiel. J'ai trouvé en anglais, donc j'ai mis donc un répertoire des high souls, c'est-à-dire des gens, des socialites, on dit en anglais, je sais pas comment on traduit en français, des mondains. Des mondains, donc c'est high society. Ouais. C'est donc c'est eux qui participent à tous les cocktails, toutes les grandes soirées à la mode, les lancements de produits, etc. Et il y en a même celui de gauche, lui, il a été noté précisément sur ses qualités. Apparemment, il aime bien le vin, il n'est pas trop doué pour danser, mais bon, il a un peu le sens de la mode et surtout, il est très disponible. Bon. Donc, si vous voulez l'inviter, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, il va consommer beaucoup de vin, mais sinon, il ne sera pas bien sapé, enfin un truc comme ça, quoi.
Et les Chilatiwat, alors c'est ce qui est bien pour les chercheurs occidentaux, c'est que ils aiment beaucoup contacter notamment des chercheurs, mais pas seulement, occidentaux, européens, et ils aiment tout ce qui est européen. Donc et français en particulier, parce que ils ont créé avec Carrefour un centre commercial qui s'appelle Bixi. Hein. Non, pas avec Carrefour, d'abord avec Casino. Ils ont créé une chaîne, donc Bixi. Mais ils avaient créé ensemble et après ils ont racheté Carrefour. Mais après, bon, eux-mêmes ont été rachetés. Mais bon, c'est. Donc ils commercialisent beaucoup de produits européens, dont français d'ailleurs. Et puis ils sont aussi très proches de la famille royale. Et donc, bon. Il n'est pas là ici, mais il y a au moins un membre de la famille qui a épousé une descendante de prince, donc de la famille royale. Et là, donc, c'est une cérémonie de mariage du fils, d'un des fils de Samrit, je pense, et qui est présidée par la princesse héritière, la princesse Maha Chakri Sirinthawan. Donc, ils font partie des très rares familles chinoises proches de la famille royale. Il y en a vraiment très peu. Et en général, quand ils sont proches de la famille royale, c'est qu'ils ont il y a eu des intermariages, il y a eu donc des mariages avec des membres de la famille royale. Donc, il y a d'autres familles, bon, je ne vais pas les citer parce que c'est pas le sujet ici, mais il n'y a pas plus de 4 ou 5. Bon, il y a la famille Pilampardi, Lamsam, ça fait 3. Il y a peut-être, en cherchant bien, il y en aurait encore une autre ou 2 autres, mais c'est à peu près tout. Sinon, la famille royale essaie de se tenir à l'écart. Bon, profite quand même largement de la philanthropie des familles chinoises, mais ne les fréquente pas trop, le plus souvent. Donc ça, c'est le dirigeant actuel de la famille. Donc c'est la 3e génération. Et il est à la tête depuis assez peu de temps. Mais bon, simplement, j'ai appris ça il y a très peu de temps, puisque c'est dans un hebdomadaire anglais, anglo-japonais, parce que c'est anglais mais fait au Japon, qui avait un grand dossier sur le sujet il y a moins de mois maintenant, donc c'était 10 et 15 septembre. Donc il n'y a plus assez, parce que bon, les cadres de l'entreprise étaient tous des membres de la famille, à peu près tous. Et simplement, le dirigeant que vous avez vu tout à l'heure a dit, donc, il s'appelle Todd Chilatiwat, il a simplement dit, maintenant, on fait plus assez d'enfants. Il y a trop d'entreprises. Évidemment, ils ont 115 centres commerciaux et supermarchés dans le monde, beaucoup d'ailleurs au Vietnam. Mais pas seulement, ils ont aussi racheté des entreprises en Italie, en Allemagne. Donc, au total, ils ont 5000 établissements, mais vraiment en comptant large, parce qu'ils ont racheté Mr. Donut. Je ne sais pas si vous connaissez Mr. Donut. Donc là, il y a des branches un peu partout. Donc, ils ont 5000 établissements. Et il dit, bon, ben, nos enfants grandissent moins vite que notre compagnie, notre entreprise. Donc, il faut faire appel à des gens extérieurs. Et en particulier, ils ont très peur du commerce sur Internet, parce que là, c'est l'avenir. Et ils n'ont pas assez d'experts dans la famille. Alors, Todd Chilatiwat a présenté un de ses fils en disant qu'il était expert, mais il est un peu jeune quand même. Et ils ont dû faire appel à un Italien l'an dernier. Mais il y a des entreprises américaines comme Amazon qui arrivent, chinoises comme Alibaba, je ne sais pas si vous connaissez Alibaba, mais qui arrivent en Thaïlande et ça leur fait extrêmement peur. Donc s'ils n'arrivent pas à se diversifier, ils se disent, bon, ben maintenant, notre croissance est menacée. Et là, donc, l'entreprise familiale va être obligée, enfin déjà commence à s'ouvrir. Alors là, il y a un Italien, mais il y a d'autres exemples aussi. Bon, là maintenant,
tout à l'heure, j'ai parlé, je ne sais pas fini, j'ai parlé de la famille Chilatiwat, mais présentée comme famille. Maintenant, c'est Charan Siri Watana Pardi. Donc, lui, on le présente comme seul. Alors, il est quasiment, lui, la première génération. Hein, il est beaucoup plus récent. Et sa famille, bon, c'est vrai que. Alors, c'est un gars assez étonnant. Il est extrêmement secret. Il a quasiment jamais donné d'interview, ou alors des interviews très limitées. Bon, j'ai lu à peu près toutes les interviews qu'il a données, mais réunies, ça doit faire 5 pages. Et vraiment, même pas 5 pages. Donc, les informations qu'on a, elles sont assez réduites. Là, ce sont quelques biographies. La plus récente, c'est celle de gauche. Et la plus ancienne, mais c'était une notice, hein, elle est dans ce recueil à droite. C'est un gars qui n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'études. Je crois d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne donne pas d'entretien. Alors là, il est à l'extrême droite, mais c'est un doctorat honoris causa. Donc, j'ai écrit cause, mais c'est causa, bien sûr. Il a fait 4 ans d'études, mais dans une école chinoise, Peiying, c'est une école chinoise du quartier chinois. Alors lui était Tiu, et il est né dans le quartier chinois, au centre du quartier chinois, et il a eu le temps que de faire 4 années d'études. Bon, après, il a suivi des cours d'histoire de comptabilité, mais il est d'ailleurs très fier d'avoir ce doctorat, même si c'est honoraire. Et j'ai même vu un endroit où on l'appelait docteur. Docteur Charan Sirivatana Pardi. Bon, ça ne mange pas de pain, mais je crois que c'est parce qu'il ne parle pas très bien thaï qu'il ne donne pas d'entretien. Bon, il commence à en donner maintenant, mais je ne l'ai pas entendu, donc je ne sais pas s'il a amélioré son thaï. Donc, il a quand même le sens de la famille. Là, toute la famille est réunie avec les gendres. Il a en fait 2 fils. Vous voyez, alors, sur la droite, le premier fils, il est numéro 3 et le deuxième, numéro 5. Et à gauche, il a encore 3 filles, mais bon, je ne sais plus où elles sont, les filles. Bon, il a seulement 5 enfants. Là, alors, tous, en revanche, ont fait de très bonnes études. Vous voyez qu'il y a même une fille... oui, c'est une fille qui est diplômée de MIT et Harvard. Les autres sont toutes diplômées de l'étranger. Boston. Strasbourg, hein. Il n'y a pas Strasbourg, non. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous francophones dans la famille. Mais bon. Là, oui, donc là, c'est les 2 fils qui doivent lui succéder. Il est très fier du fils qui est à droite, je crois, parce qu'il a épousé une fille de prince, une petite fille de prince en réalité. Elle a seulement le titre de Momluang, mais ça leur donne un lien avec la famille royale. Donc ça, c'est quand même extrêmement prestigieux aussi. C'était le cas de la famille précédente aussi, qui avait un lien avec la famille royale. Mais lui, tout de même, malgré tous ses efforts, il n'est pas encore accepté, enfin, même maintenant, l'ancien roi est décédé, donc, mais il n'a jamais été vraiment bien accepté par la famille royale. Même si, en 87, c'est le roi qui lui a donné son nom de famille. Mais auparavant, il avait un nom qui était presque aussi difficile à prononcer, presque aussi long. Et le roi ne lui a pas rendu un très bon service en lui donnant un nom pareil, parce que on reconnaît toujours les Chinois de Thaïlande à leur nom à rallonge. Et là, Siri Watana Pardi, c'est bien prestigieux, mais c'est... Mais il faut dire qu'il y a une loi assez récente, non, qui interdit aux Thaïs d'avoir un nom personnel de plus de 3 syllabes. C'est ça? Oui, Un usage, mais là c'est différent, c'est le roi qui a donné, donc ça ne rentre pas dans le cadre. Oui, oui.
Mais là, c'était en 87, donc c'était déjà ancien. Bon, les entreprises, alors, c'est l'homme le plus riche de Thaïlande, selon les classements, parce que les classements changent presque tous les ans, mais il est toujours dans les 3 premiers. Là, je vous ai montré tout à l'heure un classement, mais la famille Chiratiwa, dont j'ai parlé précédemment, était en tête, et lui devait être numéro 3, mais pendant très longtemps, il était numéro 1. Et par exemple, dans ce livre, on dit qu'il est numéro 1, mais c'est déjà un petit peu ancien. Donc là, il était quand même donc, le plus riche de Thaïlande, mais au niveau mondial, il était que numéro 194 quand même. Donc, bon, il faut dire que la plupart sont américains, il y a des Japonais, des Chinois maintenant, sans doute. Là, ce sont ces entreprises traditionnelles. Alors, comme c'est tout en train, c'est plutôt pour moi finalement, mais la première entreprise, c'est l'immobilier, hein, puisqu'il a racheté des hôtels et je vous montrais tout à l'heure le Asiatic Riverfront, qui est un grand, comment dire, un centre pas de loisirs, enfin, c'est une sorte de marché de nuit avec des restaurants, des distractions. Ensuite, il a une grande partie de sa fortune dans le commerce, les restaurants et les centres commerciaux, puisqu'il a racheté Bixi aussi. Ensuite, il a une autre partie de sa fortune dans l'assurance et tout ce qui est la finance. Et enfin, mais ça c'était l'origine de sa richesse, c'était les alcools. Et pendant très longtemps, il était le roi, et là on utilisait un autre terme, c'est le roi Rashan, de l'alcool en Thaïlande. Soit les alcools forts, le whisky local, ou la bière. Mais aussi par la suite, évidemment, Oishi c'est du thé vert froid, et S c'est de boissons gazeuses. Oui, donc il a cette réputation, contrairement à la famille précédente, il y a beaucoup de Chinois, d'être plutôt quelqu'un qui rachète, qui prend le contrôle de sociétés qui existent déjà, mais qui prend moins de risques et qui ne se lance pas dans des secteurs totalement nouveaux, qui ne lance pas de produits nouveaux. Pendant très longtemps en tout cas, et c'est vrai qu'il y a une exception, mais toute récente pour les projets immobiliers, pendant très longtemps, il était le roi du rachat. C'était un peu le tapis de Thaïlande. Enfin, il était connu pour ça. Alors, il prenait des risques quand même, parce qu'il essayait parfois plusieurs fois, ça ne marchait pas la première fois, mais finalement, il revenait à la charge, il attendait le moment opportun. Donc, ça lui a quand même pas mal réussi. Alors lui a fait une entrée timide chez les Haiso, puisque il a été mentionné que je crois qu'une année, cette année-là, et il est extrêmement peu sociable, comme c'est à la différence de la famille précédente, il se manifeste relativement peu. Il est très actif en philanthropie, mais c'est ça, c'était, je ne vais pas insister là-dessus, c'est sa première grande réussite, ça a été le combat qu'il a mené pour racheter la production de whisky local, Mekong. C'est dans les années 80, et probablement c'est grâce à l'intervention du Premier ministre de l'époque, le général Prem, qu'il a réussi cette opération de contrôler la production locale de whisky. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est en mars 2007, quand il a racheté à Casino les parts de Bixi, puisque maintenant, c'est lui qui a le contrôle de Bixi. La famille Chiratiwa en a une partie, mais lui, il est majoritaire avec 59%. Donc ça, c'est simplement le premier projet à Bangkok. Je n'ai pas noté la superficie, mais c'est très vaste. C'est sur la rue Charoen-Krung, mais assez au sud. Et donc, c'est un grand centre de restaurants, de
de promenade, enfin surtout nocturne, mais c'est ouvert dans la journée. Et c'était un ancien entrepôt, qui était assez symbolique pour les Chinois parce que c'est là où on faisait le commerce tout à fait à l'origine, au 19e siècle, début du 20e. Au bord du fleuve, oui. Et donc, il a donné un nom français, asiatique. Et l'opération actuelle qu'il lance, alors là quand même, en taille, il y a marqué qu'il s'est constitué un portefeuille de terrain équivalent à 1,83 million de mètres carrés, donc on dit en Thaïlande. C'est vrai qu'il est aussi présent en province, à Chiang Mai en particulier. Mais à Bangkok, son projet c'est celui-ci. Donc c'est un endroit, ça c'est lancé. Alors c'est un endroit particulièrement bien situé, puisque c'est donc la rue ici, c'est la rue qu'on appelle la rue des ambassades. Et on est où, nous, là? On est où, c'est-à-dire? L'ambassade va être... Alors, l'Alliance française. L'Alliance française. Alors, attends, juste, je te montre ça. Voilà. Actuellement, l'Alliance française est à peu près ici. Là. Bon. À cet endroit, il y a l'Alliance française qui date de quelques années seulement. C'est là où j'avais mon bureau l'an dernier, d'ailleurs, jusqu'au mois de mai. Et quand il est venu, mais j'étais là quand il est venu pour dire, donc au directeur de l'Alliance, écoutez, j'ai un projet, je vais faire une ville dans la ville, il appelle ça comme ça, une ville dans la ville, et simplement l'Alliance française, on va la virer. Mais rassurez-vous, je m'occupe de tout, je prends tout en charge, vous serez au 25e étage, mais c'est pas grave. Alors que là, il y a 2 niveaux simplement. Mais ça sera beaucoup mieux. Bon. Et ça va se faire. C'est horriblement. C'est le projet, ça. C'est le projet, oui. Ça n'existe pas encore. Et c'est le quartier, c'est vraiment le quartier des ambassades. C'est-à-dire que. Et la tour est plus haute que celle de Kuala? Est-ce que je ne sais pas. Tu peux vérifier? Je vérifierai, oui. Mais donc, bon, pourquoi c'est la rue de l'ambassade? C'est là où il y a l'ambassade américaine, il y a l'ambassade japonaise, on est en train de construire l'ambassade australienne à côté, il y aura l'ambassade de Nouvelle-Zélande, il y a des petites ambassades aussi, et c'est normalement un des quartiers les plus coûteux, en fait, où le sol est le plus coûteux, mais c'est pas grave, donc il va construire sa ville à lui. Donc il y aura 5 hôtels de très grand luxe, il y aura des immeubles, il a prévu beaucoup de choses. Et il y aura aussi un espace vert. Alors, il veut prolonger parce que le jardin qu'il y a ici, c'est le seul vrai espace vert de Bangkok, c'est Lumpini. Ah, ça c'est Lumpini? C'est Lumpini, oui. Ah ouais. Et donc il a dit, ben moi je vais en rajouter un peu. Alors, mais c'est quand même assez étonnant parce que ce que vous voyez sur la droite, c'est quand même une sorte de bidonville. Alors, mais c'est pas vraiment un bidonville, c'est ce qu'on appelle slum, hein, mais C'est des bidonvilles quand même. oui, mais c'est un endroit très, très bien parce que moi je le traversais tous les jours pour aller manger au restaurant qui était un peu plus loin. C'est très sympathique, hein, mais maintenant ça correspond plus à rien parce que il va y avoir, ça va être Singapour à côté, bon. Mais il va faire ça et il a bien prévu. Bon, là c'est juste quelques différences majeures entre les deux. Bon, les deux familles. Donc Hainanese contre Teochew. Donc une famille déjà ancienne et nombreuse, et même très nombreuse on peut dire. Et en face il y a le self-made man avec la première génération qui est toujours aux commandes, même si il commence à donner quelques responsabilités à ses 2 fils, mais c'est quand même lui qui décide tout ça. Hein. Les secteurs d'activité, donc limités dans un cas, puisqu'ils sont toujours autour des centres commerciaux et des hôtels,
Et en face, c'est extrêmement diversifié. Il y a aussi donc, les centres commerciaux avec Bixi, bien sûr. Mais au départ, c'est la bière, le whisky, puis les hôtels, restaurants, assurances. Et donc, j'ai fini là. Et puis, donc, pour les Cheratiwat, c'est un large réseau de relations. Donc, la famille royale, le groupe Hainanais. Moi, lorsque j'ai travaillé sur les Hainanais, j'ai écrit un article il y a très longtemps, enfin un chapitre plutôt sur les Hainanais. Je suis allé voir les Cheratiwat et à l'époque, ils venaient juste de laisser la direction de l'association des Hainanais de Thaïlande à quelqu'un d'autre, mais j'ai pu être introduit comme ça dans l'association. Et de l'autre côté, alors c'est vrai que les Hainanais sont minoritaires en Thaïlande, très largement minoritaires chez les Chinois, et donc ils sont toujours un peu sur la défensive, donc ils sont quand même très dynamiques. L'association des Techiw, c'est pas très important parce qu'ils sont très largement majoritaires, donc les Siri Watana Pardi, chez les Techiw, ils sont inexistants. Donc ils font une philanthropie assez discrète, assez pour que, par exemple, lui, vous l'avez vu, là, il a reçu quelques décorations. Il n'est pas militaire, hein, mais ça, c'est... Quand on reçoit quelques décorations, on peut s'habiller comme ça. Son épouse aussi a une décoration qui permet d'être appelée Kunying. Donc, c'est... Lady, oui, oui. Mais il y a au-dessus, il y a Tran Puying après. Hein. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent à des fondations de la famille royale. Peut-être ils ont aussi contribué à des œuvres bouddhiques. Enfin, ils ont construit aussi un bâtiment dans un hôpital qui dépend de la famille royale. Ils participent au financement du Protectum Alors, passage des morts et tout ça. euh, C'est plutôt les Teochew qui font ça. oui, mais pas tous les Teochew. Donc, c'était plutôt une autre famille, une famille de banquiers qui avait lancé ça. Mais je ne sais pas s'ils participent. Enfin, j'ai pas eu d'informations précises là-dessus. Ouais. Donc, en fait, voilà, deux cas très différents. Voilà, c'est terminé. C'est passionnant. Et en même temps, il y a un train, c'est ça? Oui, parce qu'on est limité, puis on est dans la salle de conférence, elle est toujours très demandée, il faut qu'on respecte là. Avez-vous des questions? On va prendre des questions, on va essayer d'y répondre assez vite et on fera une pause courte de quelques minutes pour s'aérer avant de prendre la deuxième partie. Oui, oui, assieds-toi, Yann. Si vous avez des questions, allez-y, levez la main. Pas de questions? Ah si. Présentez-vous s'il vous plaît avec le micro. Voilà, pour l'enregistrement. 1, 2. Ouh. Bonjour, je suis Ophélie Meyer et je suis étudiante en Master 2 d'ethnologie et anthropologie culturelle. C'est très bizarre de parler dans un micro. Je me demandais si, apparemment vous avez étudié plusieurs familles d'entrepreneurs chinois. Si on retrouve ces mêmes différences ou des points communs entre les différentes familles que vous avez pu étudier. Et après, je me demandais s'il y avait aussi une comparaison qu'on pouvait faire avec peut-être le patronat occidental. Oui, alors, bon, c'est vrai que c'était d'ailleurs presque en tout cas mon premier article en anglais il y a déjà très longtemps, dans les années 80. J'ai commencé par étudier les familles qui étaient parties de rien et qui avaient fait fortune. Donc là, j'avais commencé par étudier une douzaine de familles. Et au fil des ans, j'ai étudié sous divers aspects d'autres familles d'entrepreneurs chinois. Hein. Et bon, chaque cas est un petit peu différent quand même. Hein. Donc il faut bien voir que il est toujours difficile de retrouver des points communs d'une famille à l'autre. Mais
Bon, là j'ai essayé de montrer un peu deux cas un peu extrêmes. D'abord, ça dépend. Là, c'était un fondateur de l'entreprise, donc, et puis une famille qui était déjà à la 5e génération. Bon. Alors, il est possible que l'évolution soit pas très différente, mais par exemple maintenant, il y a plus tellement d'entrepreneurs qui ont des familles de 26 enfants, par exemple. Ça, donc, déjà, ça limite beaucoup. Dans les années 1925, 27, 30, c'était peut-être plus fréquent d'avoir 3 femmes et plus de 20 enfants. Donc déjà, il y a des différences à cause de ça. Je pense que il y a quand même des différences aussi sur l'image que les Chinois et dont les entrepreneurs ont eu au fil des temps. En Thaïlande en particulier, il n'y a jamais eu vraiment de mouvement anti-chinois en Thaïlande. C'est peut-être d'ailleurs presque le seul pays d'Asie du Sud-Est où il n'y a jamais eu d'émeutes anti-chinoises dans l'histoire. Il y en a eu dans presque tous les pays de la région, bon, sauf Singapour, puisque c'est un pays à majorité chinoise. Quand on dit émeute, on parle d'1 million de morts. Non, pas toujours 1 million. Enfin, 2 fois quand même. Mais bon, c'est variable, parce qu'il y a des émeutes locales où il y a quelquefois une dizaine de morts, et puis au niveau national, c'est vrai que quand ça prend des ampleurs nationales, ça peut aller très loin. Oui. L'année du dragon, oui. en Indonésie. Alors, pour comparer avec le patronat occidental, mais là aussi, il faudrait remettre un petit peu dans le contexte des diverses époques. D'abord, je n'ai pas étudié précisément les familles d'entrepreneurs occidentaux, mais si on parle par exemple, au début du XXe siècle, je pense qu'il doit y avoir des cas qui ne sont pas trop différents non plus. Je te coupe pour qu'il y ait peut-être d'autres questions. D'autres questions ? Bonjour, Nemek Brian, étudiant en 3e année de licence en ethnologie. Alors moi j'ai une petite question, c'est sur les classements. C'est des classements qui sont faits par qui et comment, si vous savez comment ils sont. Alors en fait, moi les classements que j'ai montrés, c'est très simple. Il y a une revue qui s'appelle Forbes, je ne sais pas si vous connaissez Forbes. Il y a Forbes Asia et maintenant il y a Forbes même en langue thaï. Et chaque année, ils font des classements des gens les plus riches. Donc, il y a encore une autre revue que j'achète quand je suis en Thaïlande, j'ai oublié le nom maintenant, mais qui classe vraiment par pays aussi. Donc, un mois, c'est un mensuel. Il y a les familles les plus riches ou les hommes les plus riches, enfin les entrepreneurs les plus riches des Philippines, ensuite d'Indonésie, de Singapour. Donc c'est ce genre de classement en fait. D'autres questions ? Allez-y. Bonjour, Jeanne. Je me demandais comment vous aviez pu commencer votre terrain, commencer à avoir accès aux familles riches, enfin à ces familles riches. Bon, d'abord, il y a des familles qui acceptent de vous rencontrer, d'autres non. Hein. Dans ce cas, moi, comme j'ai dit, j'ai des sources extrêmement diverses. J'essaie de... Bon, j'ai par exemple beaucoup travaillé sur les livres publiés par les familles, et ces fameux livres qui sont parfois des livres de crémation, parfois des livres funéraires. Donc ça, c'est relativement facile de se les procurer. Ils ne sont pas vendus, mais si vous êtes invité à la crémation, évidemment, on vous donne un livre. Sinon, dès le lendemain, il y a un marché de l'occasion. Hein. Pour certaines familles, là j'ai cité le cas de la première famille dont j'ai parlé, donc je connais un des membres de la famille. Donc là, c'est
je le connais depuis assez longtemps. Et à l'époque, je ne travaillais pas du tout sur sa famille, sur les Hainanais non plus. Et puis, bon, comme on se connaît, je peux même lui envoyer un mail pour lui demander des renseignements maintenant. Un courriel, pas. Oui, Non, c'est rien, c'est une blague. Hein? Et voilà. D'autres questions? Alors, il faut préciser Quand même que Jean Baffy travaille en Asie du Sud-Est vraiment depuis 1978, je ne me trompe pas, et que vous avez passé, chers collègues, allez, quoi, plus de 2 décennies réellement dedans, dans la marmite, avec la pratique intime de la langue et une attitude aussi, c'est-à-dire que avoir la confiance des Chinois de la diaspora qui ont quand même subi beaucoup de pression, qui sont sur la sellette en permanence, en plus ils sont souvent devenus riches, et ça crée des tensions. Il faut montrer une attitude à long terme qui les rassure, qui soit celle en fait, on pourrait dire d'un gentleman. Ce sont des qualités humaines extrêmement importantes dans ce type d'enquête. Non pas l'apparence de l'être, mais l'être véritablement, c'est-à-dire la sincérité sur le terrain au long terme. Et ça, c'est très difficile. Si on ne peut pas tricher, à un moment, on se trompe. Voilà. C'est le résultat, c'est ça, c'est la qualité. C'est ça qui est intéressant avec Jean Baffy. On n'a pas le temps de développer ici, mais je reporte alors, bientôt j'aurai grâce à toi, cher collègue, la liste à peu pas vraiment complète, mais presque complète de l'œuvre, qui est compliquée et diversifiée. Et pour ceux qui voudraient approfondir des points, évidemment, se reporterait aux publications passées, très nombreuses, et en cours, à venir, sur, notamment, par exemple, sur le type d'appellation, les classifications, les différents termes d'appel, d'adresse, de nommer les Chinois de Thaïlande, de la diaspora. C'est en cours, ça. C'est ça. Et ça n'existe pas encore. C'est vraiment très important. Donc voilà, ça fait partie de la réponse qu'il faut donner à mademoiselle qui est en Master 1. C'est ça. Merci. Une autre question? Bonjour, je suis Chao Yang, étudiant en Master 2 anthropologie. Je voudrais vous demander 2 questions. Le premier est que j'ai l'impression toutes les familles entrepreneurs chinoises ils sont plus traditionnelles par rapport à la famille chinoise contemporaine. Et si c'est vrai, selon vous, c'est pour quelle raison? Et le deuxième, c'est toutes ces familles ils attachent de l'importance à la famille royale. Mais en fait, ces relations, il importe quel l'intérêt réel. Voilà. Merci. Oui. Alors en fait, les familles chinoises de Thaïlande changent aussi, se modernisent. Donc j'ai montré la famille Chilatiwat, donc la première famille qui est hainanaise, qui elle paraît vraiment plus traditionnelle que les autres. Donc il y a des familles qui sont très différentes de ça. J'aurais pu montrer des familles qui... une famille sur laquelle j'ai travaillé auparavant, et j'ai écrit un article sur les Tiarawanon, qui, elle, ne veut surtout pas que des membres de la famille travaillent dans l'entreprise, en disant que ce n'est pas une bonne chose, on va faire entrer que des experts. Donc eux, ils ont une approche beaucoup plus moderne. Donc c'est très divers, mais là c'est vrai que j'ai choisi un exemple exprès qui est un peu extrême, dans le sens de la tradition. Alors, pour la famille royale, comme la famille royale, enfin, jusqu'au dernier roi, au précédent roi, qui est décédé donc l'an dernier, la famille royale était quelque chose d'extrêmement apprécié en Thaïlande. La devise, c'est la nation, la religion, la monarchie. Donc ça continue. Donc, pour être bien accepté, être proche de la famille royale, c'est quelque chose de sûr, et c'est pas toujours très facile d'être accepté par la famille royale, mais commencer par être généreux envers la famille royale, c'est quand même une première étape assez facile.
les grandes familles chinoises veulent surtout, par exemple, avoir des décorations, des titres qui sont donnés par le roi, et ils savent que c'est un moyen de s'intégrer à la société thaï. Donc c'est ce qui a été préféré par beaucoup de familles. Et puis il y a une sorte de compétition aussi entre les grandes familles aussi. Donc c'est pour ça que les deux familles que j'ai présentées, mais c'est vrai avec d'autres, on essaie, alors quand c'est possible, d'avoir des liens matrimoniaux avec la famille royale. On se rapproche. Mais bon, ça peut aussi changer maintenant, puisque bon, l'actuel roi est tellement peu populaire que tout ça peut être remis en cause. Merci Jean Baffy. Et avant de lever la séance, je vous donne 5 minutes, 5, malheureusement pas plus parce qu'on ne va plus avoir le temps après. 4 ton train à quelle heure 18h18. Ah oui, il ne faut pas qu'on tarde alors. Donc on va 5 minutes de pause et ensuite on a parlé des très très riches, maintenant on va parler des très très pauvres. Pardon. Ils ne pourront rien pour voilà. la course de thèse. À tout de suite.